L'histoire des Bahamas n'est pas seulement celle d'un paradis de plages et d'eau turquoise, c'est l'histoire d'un peuple qui a résisté aux ouragans, aux invasions et aux crises qui menaçaient de le rayer de la carte. C'est l'histoire de ceux qui ont vu leur pays ravagé par la nature et l'abandon, mais qui maintes et maintes fois ont trouvé la force de se relever. Car les Bahamas nous enseignent que même au cœur de la tempête, il y a toujours un horizon à atteindre. Et que la véritable richesse d'une nation réside dans son peuple, uni et déterminé à écrire un nouveau chapitre. Avant de commencer cette histoire incroyable, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines aventures historiques. Et aujourd'hui, je vous demande une chose spéciale. Laissez un commentaire ci-dessous en écrivant « Je veux entendre plus d'histoires comme celle-ci ». Par ce simple geste, vous aiderez davantage de personnes à découvrir cette vidéo et à voyager dans le temps avec nous. Avant l'existence des Bahamas, imaginez un instant un monde sans carte, sans nom, sans frontières. Un vaste océan bleu s'étendait à perte de vue, et au milieu, telles des perles éparpillées sur du velours, se dressaient les îles Immaculées, qui deviendraient plus tard les Bahamas. C'était un paradis intact. Les plages, au sable si blanc qu'il ressemblait à de la farine, s'étendaient sur des kilomètres, sans la moindre trace humaine. La mer, aux nuances allant du turquoise le plus clair au bleu le plus profond, abritait des poissons de toutes les couleurs, des coraux gigantesques et des tortues qui nageaient sans crainte, car l'homme n'existait pas encore pour les chasser. La nature régnait sur ce royaume. Des nuées de flamants roses couvraient le ciel à l'aube et une végétation luxuriante poussait dans les fourrés. De fins palmiers ondulant au vent, des buissons chargés de fruits sauvages et des mangroves protégeant les côtes telles des murailles végétales. Le climat était généreux et chaud toute l'année, et les pluies apportaient la vie sous forme de ruisseaux et de mares où les oiseaux pouvaient s'abreuver paisiblement. À l'époque, les Bahamas ne faisaient partie d'aucune histoire écrite, car personne ne les avait racontées. Leur histoire sommeillait encore, attendant que le premier humain atteigne leurs côtes pour commencer à la raconter. Et ce moment était sur le point d'arriver, car venu d'îles lointaines, naviguant dans des canoës de rondins, un peuple audacieux se frayait un chemin à travers les vagues pour trouver ce paradis. Ce seraient les Lucayens, et avec eux commencerait la véritable histoire humaine de ces îles. Eux deux, les premiers habitants, les Lucayens. Après des milliers d'années de silence, la mer a commencé à apporter avec elle non seulement des poissons et des algues, mais aussi des hommes et des femmes. Il s'agissait des Lucayens, un groupe de la grande famille des Arawaks, parti d'îles plus au sud, probablement de ce que nous appelons aujourd'hui les Grandes Antilles. Leur voyage n'était pas un hasard. Guidés par les courants océaniques, le soleil et les étoiles, ces navigateurs expérimentés s'aventurèrent dans une mer inconnue, jusqu'à la découverte d'un archipel si beau qu'il semblait créé par les dieux. Les Lucayens étaient un peuple paisible. Ils vivaient dans de petits villages près de la côte, où ils pouvaient pêcher, ramasser des coquillages et naviguer facilement entre les îles. Ils construisaient leurs maisons en bois et en feuilles de palmier, sur pilotis pour les protéger de l'humidité et des pluies tropicales. À l'intérieur, les familles partagèrent l'espace et la vie s'organisait autour de la pêche, de l'agriculture et des festivités communautaires. Ils cultivaient le manioc, les patates douces, le maïs et les haricots, mais ils profitaient aussi de ce que la nature leur offrait. Fruits sauvages, poissons de récifs, tortues et oiseaux. Pour eux, la mer n'était pas une barrière, mais un chemin. Ils voyageaient dans des pirogues taillées dans un seul tronc d'arbre, pouvant transporter plus de 20 personnes. Ils voyageaient à bord de ces pirogues pour commercer avec d'autres îles, échangeant poteries, coton, poissons séchés et objets de sculptés dans des coquillages ou de la pierre. Mais le plus important était leur relation avec la nature. Ils croyaient que la mer, le soleil et la lune étaient des forces vivantes qu'il fallait respecter. Leurs rituels étaient rythmés par des danses, des chants et des offrandes pour remercier les récoltes, les pluies et l'abondance des poissons. Ils vivaient sans hâte,
au rythme du jour et de la nuit, ignorant qu'au-delà de l'horizon, un monde allait bientôt changer leur destin à jamais. Car en 1492, d'étranges navires apparaîtront à l'horizon, et avec eux, le chapitre le plus dramatique de l'histoire des Bahamas commencera. 3. La rencontre avec Colomb et le début de la colonisation. L'aube du 12 octobre 1492 ne ressemblait à aucune autre dans les îles Lucayennes. Les eaux calmes commencèrent à se remplir d'ombres étranges, d'immenses ombres aux voiles blanches qui flottaient comme des ailes géantes sur la mer. Les pêcheurs et les guetteurs lucayens ne savaient que penser. Ils n'avaient jamais vu de telles embarcations. Les canoës étaient petits et légers. Là, en revanche, on aurait dit 3 maisons flottant sur les vagues. Ce jour-là, Christophe Colomb était arrivé à ce que nous appelons aujourd'hui San Salvador, croyant avoir atteint les Indes orientales. Il n'était pas seul. La Pinta et la Niña, les 2 autres caravelles de l'expédition, le suivaient. Les Européens débarquèrent, vêtus d'étranges costumes, armés d'épées et portant une croix. Arrivés à terre, ils hissèrent un drapeau et, sans demander la permission, déclarèrent ces terres rattachées à la couronne de Castille. Les Lucayens, curieux et hospitaliers, s'approchèrent pour leur offrir de l'eau, des fruits et du poisson. Leurs gestes étaient amicaux, leur langage était doux et chantant. Colomb, surpris par leur gentillesse et leur attitude paisible, les décrivit comme un peuple doux, prêt à servir. Mais ces paroles, qui ressemblaient à des éloges, dissimulaient une intention de les soumettre. Au début, les contacts reposaient sur l'échange. Les Lucayens offraient nourriture, coton et artisanat. Les Espagnols offraient des perles de verre, des cloches et des outils en métal. Mais bientôt, l'ambition prit le dessus. Colomb cherchait de l'or, des épices et des richesses. Et n'en trouvant pas en grande quantité, il décida que les habitants eux-mêmes pourraient constituer la ressource la plus précieuse. La tragédie commença alors pour les Lucayens. Nombre d'entre eux furent capturés et envoyés comme esclaves vers d'autres îles, puis vers l'Espagne. La population, qui comptait des dizaines de milliers d'habitants, commença à décliner drastiquement, non seulement à cause de l'esclavage, mais aussi à cause des maladies apportées par les Européens, contre lesquelles ils étaient impuissants. En quelques décennies seulement, le peuple lucayen fut pratiquement anéanti. Les îles, autrefois animées par les rires, les chants et les canoës naviguant d'un océan à l'autre, furent presque désertées. Les terres, qui avaient été leurs terres d'origine pendant des siècles, furent annexées à l'Empire espagnol, et les noms autochtones furent remplacés par des noms chrétiens. Ainsi, la première rencontre entre 2 mondes ne fut pas une étreinte durable, mais plutôt le début d'un chapitre sombre. Et tandis que les Espagnols poursuivaient leurs explorations des autres îles des Caraïbes et du continent, les Bahamas restèrent un territoire oublié, mais pas pour longtemps. Car bientôt, de nouveaux peuples et de nouveaux drapeaux apparaîtraient sur ces côtes, et l'histoire des Bahamas entrerait dans une période de compétition féroce entre les empires. 4. Pirates, corsaires et intérêts européens aux Bahamas. Après la disparition de la population lucayenne, les Bahamas sont restés un ensemble d'îles silencieuses, sans contrôle effectif, et, aux yeux des puissances européennes, un territoire ouvert aux opportunités et au pillage. C'était le XVIIe siècle, et les Caraïbes étaient devenus un échiquier pour les grandes puissances. L'Espagne, l'Angleterre, la France et la Hollande se disputaient non seulement les terres, mais aussi les routes maritimes. Et les Bahamas, avec leurs plus de 700 îles et îlots, se trouvaient au cœur des routes les plus convoitées. Leurs eaux cristallines dissimulaient des récifs dangereux capables de détruire un navire, mais elles servaient aussi de refuge idéal pour ceux qui vivaient hors la loi. C'est ainsi que les pirates et les corsaires sont arrivés. Ils n'étaient pas tous pareils. Les corsaires avaient l'autorisation officielle d'un roi pour attaquer les navires ennemis, tandis que les pirates agissaient de manière indépendante sans obéir à aucun drapeau. Mais pour leurs victimes, la différence était minime. Tous deux pillaient, capturaient des biens et coulaient parfois des navires entiers. Les Bahamas leur offraient un atout irrésistible.
des ports naturels, des criques cachées et la proximité des routes qui transportaient l'or et l'argent d'Amérique vers l'Espagne. L'un des lieux les plus célèbres était New Providence, notamment son port de Nassau, qui allait bientôt devenir le cœur du monde pirate. À la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle, Nassau était une ville sans loi. Des drapeaux noirs flottaient sur ses quais, le rhum coulait à flot dans les tavernes et des marins de toutes nationalités se mêlaient sur les plages. Des noms comme Barbe Noire, Edward Teach, Calico Jack, Jack Rackham et Anne Bonny y ont séjourné, laissant derrière eux des histoires qui semblent encore aujourd'hui tout droit sorties d'un film. Les pirates attaquaient des navires marchands, interceptaient les galions espagnols et vendaient leur butin sur des marchés clandestins. En échange, ils offraient leur protection aux habitants de l'île, qui préféraient souvent vivre sous leur domination plutôt que sous celle d'un gouverneur colonial corrompu. Mais une telle liberté ne pouvait durer éternellement. Pour les puissances européennes, les pirates représentaient une menace pour le commerce et le contrôle de leurs colonies. L'Angleterre, déterminée à imposer l'ordre, envoya le capitaine Woodes Rogers comme gouverneur royal en 1718. Avec pour devise « Chasser les pirates », il accorda le pardon à ceux qui se rendaient et poursuivit sans relâche ceux qui refusaient. Ce fut le début de la fin de la soi-disant République pirate. Pourtant, la légende de ces années est restée gravée dans l'identité des Bahamas. Aujourd'hui, son histoire de corsaire et de pirate perdure dans les musées, les festivals et l'imaginaire collectif, rappelant que ces îles furent autrefois le refuge des hommes et des femmes de la mer les plus redoutés. Et tandis que le drapeau pirate tombait, une autre réalité apparut, un intérêt colonial sérieux pour l'établissement d'un contrôle politique et économique sur les Bahamas. La lutte pour la possession de ces îles ne faisait que commencer. Attendez une minute. Avez-vous vérifié si vous êtes abonné à la chaîne? Sinon, activez la cloche et profitez-en pour partager cette vidéo avec vos amis et votre famille. Ce simple geste permettra à davantage de personnes de découvrir cette histoire et de vivre cette aventure avec nous. 5. La domination britannique et la transformation coloniale des Bahamas. Lorsque le drapeau pirate tomba des mâts de Nassau et que les criques devinrent silencieuses, une nouvelle ère commença, celle de la couronne britannique. En 1718, avec l'arrivée du gouverneur Woodes Rogers, l'Angleterre non seulement expulsa les pirates, mais fit également comprendre que les Bahamas faisaient partie de ses territoires et seraient administrés avec fermeté. Rogers, ancien corsaire et fin connaisseur des jeux de la mer, comprit que contrôler ces îles dispersées ne suffisait pas avec des soldats. Il fallait construire un système politique, économique et social pour garantir la loyauté des habitants et tenir à distance les ennemis européens. Des fortifications côtières furent érigées, le port de Nassau fut réorganisé et des lois coloniales inspirées de celles de Londres furent instaurées. Les îles commencèrent à accueillir des colons britanniques, certains en quête de fortune, d'autres fuyant les dettes ou la rudesse de la vie en Angleterre. Des esclaves africains arrivèrent également, amenés de force pour travailler dans les plantations de coton, d'indigo et de canne à sucre. Le changement fut rapide et spectaculaire. Là où régnait autrefois l'anarchie pirate, s'installa une structure coloniale. Les plantations devinrent le moteur économique et le travail des esclaves son fondement. Le commerce s'intensifia et Nassau, autrefois refuge pour hors-la-loi, devint un port stratégique sur les routes atlantiques britanniques. Mais ce nouvel ordre ne fut pas sans heurts. Les Bahamas étaient convoités par d'autres puissances, et les Espagnols, qui les avaient toujours considérés comme faisant partie de leur territoire caribéen, tentèrent à plusieurs reprises de les reconquérir. Cependant, la position géographique des îles et les défenses britanniques assurèrent leur résistance. Durant la guerre d'indépendance américaine, 1775-1783, les Bahamas jouèrent également un rôle. En 1776, un groupe de marines américains s'empara de Nassau lors de la bataille de Nassau, à la recherche de poudre à canon et d'armes.
Il s'agissait de la première opération amphibie de la marine américaine naissante. Bien que les Britanniques en reprennent le contrôle peu après, cet épisode démontra que les îles pouvaient être vulnérables en temps de guerre. Après l'indépendance américaine, les Bahamas accueillirent une vague inattendue de nouveaux habitants, des loyalistes qui refusaient de vivre sous le nouveau gouvernement américain. Nombre d'entre eux arrivèrent avec leurs familles, leurs biens et leurs esclaves. Ils apportèrent avec eux leur expertise agricole et leurs capitaux, ce qui dynamisa l'économie des îles, mais renforça également leur dépendance au travail forcé. Ainsi, à la fin du XVIIIe siècle, les Bahamas n'étaient plus un refuge sans loi, mais une colonie britannique consolidée, dont l'économie reposait sur l'agriculture, le commerce maritime et l'esclavage. Mais ce système, bien que lucratif pour quelques-uns, a semé les germes de tensions futures, parce que l'histoire montrera qu'aucun empire ni aucun système économique ne dure éternellement, et que le XIXe siècle apportera avec lui une transformation radicale qui changera à jamais la vie sur ces îles. 6. L'abolition de l'esclavage et la nouvelle direction des Bahamas. Le XIXe siècle s'ouvrit sous un vent de changement planétaire. Les idées de liberté et d'égalité qui avaient déclenché des révolutions en Amérique et en Europe commencèrent également à s'infiltrer dans les colonies britanniques des Caraïbes. Et bien que les Bahamas demeurèrent un petit joyau de l'Atlantique, leur vie économique et sociale reposait presque entièrement sur un système injuste, l'esclavage. Pendant des décennies, des milliers d'Africains et leurs descendants ont travaillé dans des plantations de coton, de canne à sucre et d'indigo, sous un soleil implacable, sans droit, sans propriété et sans espoir de liberté. Leur travail constituait la base de la richesse de quelques-uns, mais la souffrance et l'injustice étaient impossibles à ignorer. À Londres, les mouvements abolitionnistes gagnaient en puissance. Écrivains, chefs religieux et hommes politiques dénoncèrent la cruauté de l'esclavage et en 1807, l'Empire britannique fit le premier pas. Il interdit la traite transatlantique des esclaves. Cependant, cela ne signifiait pas une libération immédiate pour ceux déjà réduits en esclavage aux Bahamas. Ils continuèrent à travailler dans les plantations, attendant un jour qui semblait lointain. Ce jour arriva en 1834, lorsque l'abolition de l'esclavage fut officiellement proclamée dans toutes les colonies britanniques. Aux Bahamas, la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Pour des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants, ce fut l'aube d'une nouvelle vie. Plus de chaînes, plus de coups de fouet, du moins en droit. Mais la liberté s'accompagnait de nouveaux défis. Nombre d'anciens esclaves n'avaient ni terre ni ressources et les opportunités d'emploi étaient rares. Certains continuèrent à travailler pour leurs anciens maîtres, désormais comme journaliers mal payés. D'autres se tournèrent vers la pêche, le commerce ou l'agriculture artisanale, cherchant à se construire une vie décente. La société bahamienne a commencé à se transformer. Des communautés libres ont émergé. L'identité afro-bahamienne s'est renforcée et au fil du temps, la culture, la musique et les traditions africaines se sont mêlées à l'héritage européen, formant une identité unique. De plus, les Bahamas sont devenus un lieu d'espoir pour d'autres. Les navires britanniques interceptant des marchands d'esclaves illégaux ont emmené les Africains libérés à Nassau et dans d'autres îles où ils ont trouvé un nouveau foyer. Et chaque fois qu'un navire négrier américain coulait ou s'échouait accidentellement dans les eaux bahamiennes, les autorités libéraient les captifs, suscitant des tensions avec les Bahamas, où l'esclavage persistait encore dans de nombreux États. L'abolition n'a pas résolu tous les problèmes, mais elle a ouvert la voie à une société plus libre. Les Bahamas ont cessé d'être une simple colonie productive pour l'Empire et ont commencé à écrire leur propre histoire avec une voix distincte, celle d'un peuple qui, après des siècles d'oppression, commençait à suivre ses propres traces. Ainsi, alors que le monde entrait dans une nouvelle ère industrielle et technologique, les îles des Bahamas cherchaient également leur place. Une place qui serait bientôt marquée par des guerres, des migrations et de nouveaux changements sur la scène internationale.
7. Les Bahamas dans le commerce maritime et les routes internationales, fin du 19e siècle. Après l'abolition de l'esclavage en 1834, les Bahamas entrèrent dans une période d'adaptation et de recherche de nouveaux moteurs économiques. Les plantations n'étaient plus aussi rentables et, sur de nombreuses îles, l'agriculture passa au second plan. La véritable richesse résidait désormais dans un autre élément, la mer. L'archipel, avec ses plus de 700 îles et îlots et sa situation stratégique entre l'Atlantique et les Caraïbes, est devenu une plaque tournante essentielle des routes maritimes internationales. Ces eaux turquoises, bien que dangereuses en raison des récifs, constituaient une escale obligatoire pour les navires voyageant entre l'Europe, l'Amérique du Nord et le golfe du Mexique. Durant cette période, Nassau commença à consolider sa position de cœur commercial et politique des Bahamas. Le port, bien que modeste, accueillait des navires marchands, des bateaux de pêche et des navires militaires. Les pêcheurs bahaméens vendaient des éponges, du sel et des fruits de mer aux commerçants étrangers, qui à leur tour importaient tissus, outils, sucre, rhum et toutes sortes de marchandises. Mais tout n'était pas un commerce légitime. Les récifs dangereux, combinés au manque de technologie nautique de l'époque, étaient à l'origine de fréquents naufrages. C'est ainsi qu'est née une profession bien particulière, celle de récupérateur ou naufrageur. Ces hommes, et parfois des familles entières, se jetaient à la mer pour récupérer les cargaisons des navires coulés. Certains agissaient comme de véritables sauveteurs. D'autres, moins héroïques, étaient accusés de provoquer des naufrages pour voler la cargaison. De plus, la situation géographique des Bahamas en faisait un refuge et une escale pour tous les aventuriers. Commerçants, explorateurs, contrebandiers et marins du monde entier y faisaient escale. Ce mélange de cultures a commencé à laisser son empreinte sur la musique, la langue, la cuisine et les traditions locales. Pendant la guerre de sécession, 1861-1865, les Bahamas connurent un essor économique inattendu. Bien qu'elles ne fussent pas impliquées dans le conflit, elles bénéficièrent de la contrebande de coton et d'armes vers le sud esclavagiste, contournant ainsi le blocus imposé par l'Union. Nassau regorgeait de marchands et d'aventuriers cherchant à tirer profit du chaos de la guerre. Cependant, à la fin du conflit, cet essor disparut aussi vite qu'il était apparu. Dans les dernières décennies du 19e siècle, le commerce des éponges de mer devint le principal moteur économique. Les plongeurs bahaméens, dont beaucoup étaient descendants d'Africains libres, travaillaient de longues heures à extraire des éponges des fonds marins qui étaient ensuite exportés vers l'Europe et l'Amérique. C'était un travail dur et dangereux, mais il a permis de faire vivre des milliers de familles pendant des décennies. Cependant, cette prospérité restait fragile. Elle dépendait trop fortement de facteurs externes tels que la demande internationale et la stabilité des routes maritimes. Et bientôt, le monde allait à nouveau changer, apportant avec lui une nouvelle ère d'opportunités et de défis pour le petit archipel, parce que le XXe siècle était sur le point de commencer, et avec lui viendraient les guerres mondiales, le tourisme et une place définitive pour les Bahamas dans l'imaginaire du monde. 8. Les Bahamas et les guerres mondiales, de la contrebande au début du tourisme, 1914-1945. Le XXe siècle commença pour les Bahamas avec un pied dans la mer et l'autre sur terre. L'économie reposait encore sur le commerce maritime, la pêche, les éponges et un peu d'agriculture, mais le monde allait bientôt entraîner l'archipel dans une dynamique beaucoup plus complexe. En 1914, la Première Guerre mondiale éclata et bien que les Bahamas fussent loin du front, la guerre se fit sentir dans leurs docks et sur leurs marchés. Les routes maritimes devinrent plus dangereuses, les sous-marins allemands rôdant dans l'Atlantique. Le commerce des éponges, qui avait fait la fierté économique des îles, commença à décliner, non seulement à cause de la guerre, mais aussi à cause d'une épidémie qui décima les bancs d'éponges dans les années suivantes. Mais la guerre offrit aussi des opportunités inattendues. Avec les restrictions commerciales en vigueur ailleurs, les Bahamas devinrent un point de transit pour les marchandises cherchant à échapper au contrôle. De nombreux marchands s'enrichirent
grâce à cette contrebande discrète, même si l'archipel demeurait officiellement un territoire britannique fidèle à l'Empire. Dans les années 1920, alors que le monde vivait l'émerveillement du jazz et de l'ère du cinéma muet, les Bahamas trouvèrent une opportunité commerciale inattendue grâce à une loi américaine, la Prohibition, 1920-1933. L'alcool étant interdit aux États-Unis, les îles devinrent une sorte de entrepôt flottant à quelques kilomètres de la Floride. Des vedettes chargées de rhum, de whisky et de gin naviguaient de Nassau vers les côtes américaines, alimentant le marché illégal. C'était une époque de profit considérable pour certains marchands locaux, et d'histoires qui sont encore racontées avec malice aujourd'hui. Cependant, la Grande Dépression des années 1930 a frappé durement le pays. Le commerce s'est contracté, le tourisme, qui n'en était qu'à ses débuts, a été réduit et de nombreux Bahamiens se sont remis à dépendre de la pêche et de l'agriculture de subsistance pour survivre. Puis, en 1939, le monde replongea dans la guerre. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Bahamas devinrent un point stratégique de l'Atlantique. Les Britanniques renforcèrent le contrôle de leurs ports et établirent des bases pour protéger les voies de navigation des sous-marins allemands. Nassau, bien que petite, était une ville dynamique sur le plan militaire et logistique. Une figure curieuse marqua ces années, le duc de Windsor, ancien roi Édouard VIII d'Angleterre, qui avait abdiqué pour épouser Wallis Simpson. En 1940, il fut nommé gouverneur des Bahamas et résida sur l'île jusqu'en 1945. Bien que son administration fût perçue comme distante et peu impliquée dans les questions sociales, sa présence attira l'attention internationale sur l'archipel. À la fin de la guerre, le monde est entré dans une nouvelle ère, et les Bahamas aussi. L'arrivée de soldats, de diplomates et de marchands durant ces années a semé une graine. Nombre d'entre eux ont été fascinés par les plages, le climat et la tranquillité des îles. Ainsi, le tourisme, jusque-là marginal, a commencé à apparaître comme la grande promesse de l'avenir. Les Bahamas ont émergé de la première moitié du XXe siècle avec des cicatrices économiques, mais avec un avantage dont peu de pays pouvaient se vanter. Ils possédaient un paradis naturel qui commençait à captiver l'imagination des voyageurs et des hommes d'affaires. Et dans le prochain chapitre, nous verrons comment cette promesse est devenue la force motrice qui allait transformer à jamais l'archipel. Attendez un instant, vous êtes abonné à la chaîne et avez aimé cette vidéo. Ce petit geste permettra à davantage de personnes de découvrir cette histoire et nous aidera à continuer à vous proposer ce genre de contenu. Votre soutien fait toute la différence. 9. La naissance du tourisme moderne et la transformation économique 1945-1960. La Seconde Guerre mondiale était terminée et le monde était épuisé, mais plein de joie de vivre. Les Bahamas, avec leur mer turquoise, leur sable blanc et leur climat éternellement printanier, commencèrent à briller comme un refuge idéal pour ceux qui cherchaient à oublier les ombres de la guerre. Pendant la guerre, soldats et fonctionnaires étaient passés par Nassau et d'autres îles, et nombre d'entre eux étaient revenus ensuite, non pas en uniforme, mais avec des maillots de bain et des appareils photo. L'archipel n'était plus un simple point sur la carte, c'était désormais une destination prisée. Le gouvernement colonial britannique, jusque-là davantage axé sur le commerce maritime et l'agriculture, commença à considérer le tourisme comme son nouveau pilier économique. Des investissements furent réalisés pour améliorer le port de Nassau, les routes furent élargies et des travaux de modernisation de l'aéroport commencèrent. Les îles les plus proches de la capitale accueillirent les premiers grands hôtels, et bientôt des chaînes étrangères, flairant l'opportunité, arrivèrent. Le tourisme n'a pas seulement attiré des visiteurs, il a aussi créé des emplois. De jeunes Bahaméens, auparavant employés dans la pêche ou le bâtiment, ont commencé à travailler comme serveurs, guides touristiques, réceptionnistes et chauffeurs. Les marchés regorgeaient d'objets artisanaux à vendre aux voyageurs, et des musiciens locaux ont commencé à jouer du calypso et du goombay dans les bars et les salons d'hôtel. Mais ces opportunités s'accompagnaient de tensions.
La plupart des investissements étaient contrôlés par des sociétés étrangères et une élite locale blanche, tandis que la majorité afro-américaine du pays continuait d'avoir un accès très limité aux véritables profits du tourisme. Le contraste entre les paysages luxueux de cartes postales offerts aux visiteurs et la vie modeste des quartiers populaires de Nassau était flagrant. Durant ces années, un sentiment plus profond se développa également, une conscience nationale. Le contact avec des touristes du monde entier et l'exemple d'autres pays qui commençaient à lutter pour leur indépendance suscitèrent un débat interne. De plus en plus de Bahaméens se demandaient si notre pays peut attirer des richesses et des visiteurs du monde entier, pourquoi sommes-nous toujours gouvernés depuis Londres? Les années 1950 ont vu l'émergence de leaders politiques qui ont commencé à s'organiser en partis et mouvements. Le Parti libéral progressiste, PLP, est né avec une vision claire, une plus grande participation de la majorité noire à l'économie, davantage de droits des travailleurs et, à long terme, une autonomie politique. Pendant ce temps, la réputation internationale des Bahamas continuait de croître. Hollywood commença à tourner des films dans ces paysages. Des célébrités comme Ernest Hemingway et des membres de la royauté européenne visitèrent les îles, renforçant l'idée d'un paradis exclusif que le monde associait à l'archipel. Mais sous cette apparence glamour, la pression sociale s'accentuait. Le tourisme avait transformé l'économie à jamais, mais il révélait aussi de profondes inégalités. Et ces inégalités allaient bientôt se transformer en un mouvement politique qui allait changer le cours de l'histoire des Bahamas. 10. La lutte pour l'égalité et l'éveil politique 1960-1967. Les années 1960 débutèrent aux Bahamas avec un éclat trompeur. De l'extérieur, les îles ressemblaient à un paradis parfait, hôtels de luxe, casinos bondés de touristes, plages dignes d'un rêve. Mais pour la plupart des Bahaméens, la vie quotidienne était tout autre. La richesse générée par le tourisme n'a pas bénéficié à tous de manière égale. L'élite blanche, héritière de familles qui contrôlaient le commerce et la politique depuis l'époque coloniale, continuait de détenir la majorité des entreprises, des terres et du pouvoir. Pendant ce temps, la majorité des afrodescendants occupaient des emplois mal rémunérés, sans accès aux postes de décision ni aux meilleures opportunités. Dans ce contexte, un mouvement naquit qui allait changer à jamais l'histoire de l'archipel. Le Parti libéral progressiste, PLP, fondé à la fin des années 1950, commença à organiser des marches, des discours et des rassemblements dans les églises et sur les places. Ses dirigeants, dont Sir Lyndon Pindling, un jeune avocat charismatique et déterminé, parlaient de justice sociale, d'égalité des chances et de la fin de la domination d'une minorité. Le climat politique s'échauffait. Les élections approchaient et la population prenait de plus en plus conscience que le vote pouvait être la clé d'un véritable changement. Mais le chemin était semé d'embûches. L'élite dirigeante utilisait tous les outils possibles pour maintenir son pouvoir, du contrôle des médias aux règles électorales favorisant les circonscriptions les plus aisées. Pourtant, la vague de changement continuait de s'amplifier. Les manifestations pacifiques se multipliaient et les chants et discours proclamant la liberté se faisaient plus forts. La jeunesse bahamienne, inspirée par les mouvements pour les droits civiques aux États-Unis et les mouvements indépendantistes qui éclataient en Afrique et dans les Caraïbes, commençait à sentir que son heure était venue. Le tournant eut lieu en 1967, lors de ce que beaucoup appellent la Révolution tranquille. Les élections de cette année-là furent historiques. Le PLP, dirigé par Pindling, remporta le gouvernement, marquant la première accession au pouvoir de la majorité noire du pays. Il n'y eut ni coup de feu ni affrontements armés, mais une profonde transformation se produisit. Pour la première fois, les lois, les décisions et la direction du pays seraient entre les mains de dirigeants représentant la majorité du peuple. Cette victoire ne signifiait pas la fin de la lutte, mais plutôt le début d'un nouveau chapitre. Pindling et son gouvernement avaient hérité d'un pays marqué par d'énormes inégalités et un modèle économique dominé par des intérêts extérieurs. Mais désormais, au moins,
Ils avaient une réelle opportunité de construire des Bahamas pour tous. Et cette opportunité deviendrait la force motrice qui mènerait à la prochaine grande étape. L'indépendance. 11. La route vers l'indépendance, 1967-1973. Après les élections de 1967, le climat aux Bahamas changea radicalement. Le Parti libéral progressiste, PLP, avait accompli ce qui semblait impossible, mettre fin à des siècles de domination politique et économique d'une minorité privilégiée. Sir Lynden Pindling, devenu Premier ministre, devint un symbole d'espoir pour des milliers de Bahaméens qui, pour la première fois, sentaient que le gouvernement leur appartenait. Mais gouverner un pays encore sous le contrôle de la couronne britannique, c'était comme vivre dans une maison où les décisions importantes étaient prises par un propriétaire lointain. Le drapeau qui flottait sur les bâtiments officiels était toujours britannique. La reine Élisabeth II était toujours chef d'État, et de nombreuses lois répondaient encore aux intérêts coloniaux. Pindling savait que la véritable liberté ne se résumait pas à une victoire électorale. Elle impliquait de rompre les liens coloniaux et de construire un État indépendant. Et pour y parvenir, sa stratégie était aussi diplomatique que ferme. Un processus de réformes internes a commencé. L'éducation a été renforcée pour préparer une nouvelle génération de Bahaméens capables de diriger le pays. La participation de la population noire à la fonction publique et à l'économie a été encouragée, et des négociations ont commencé avec Londres pour une plus grande autonomie administrative. Pendant ce temps, dans les rues, l'idée d'indépendance s'est imposée au quotidien. Les écoles enseignaient l'histoire du pays sous un angle nouveau, les stations de radio diffusaient des débats et des événements culturels mettant en valeur l'identité bahamienne se déroulaient sur les places. Musique djunkanou, récits oraux et traditions culinaires. Cependant, l'adhésion n'était pas universelle. Certains craignaient que l'indépendance n'entraîne une instabilité économique ou une perte d'investissement étranger. D'autres, habitués aux privilèges du système colonial, résistaient au changement. La tâche de Pindling et de son gouvernement consistait à convaincre par des actes et une vision que le pays pouvait se maintenir. Les négociations avec le Royaume-Uni aboutirent à un moment historique. Le 10 juillet 1973, les Bahamas devinrent officiellement une nation indépendante au sein du Commonwealth. Ce jour-là, à Nassau, le drapeau britannique fut lentement abaissé, remplacé pour la première fois par le drapeau bahaméen, noir, or et bleu ciel, symbole de la force du peuple, de la richesse du soleil et de la mer qui l'entoure. L'événement fut empreint d'émotion. Les gens pleuraient, chantaient et embrassaient des inconnus. Des feux d'artifice illuminaient le ciel tropical, tandis que résonnaient les paroles de Pindling. Ce soir, les Bahamas sont devenues maîtresses de leur destin. Mais l'indépendance n'était pas une fin en soi, mais plutôt le début d'une nouvelle ère pleine de défis. Le pays devait désormais démontrer qu'il pouvait prospérer sans le soutien direct de Londres, et que les idéaux d'égalité et de développement pour lesquels il s'était battu ne resteraient pas lettre morte. Tel sera le défi du prochain chapitre. Comment construire une nation forte au milieu d'un monde rempli de défis politiques, économiques et sociaux? 12. Les premiers pas d'une nation indépendante, 1973-1980. Le 10 juillet 1973, à minuit, restera à jamais gravé dans la mémoire du peuple bahaméen. Le ciel de Nassau explosa de couleurs, la musique djunkanou résonna dans les rues et des milliers de voix scandèrent fièrement le nom de leur nouveau pays. Mais une fois les lumières de la célébration éteintes, le véritable travail commença. Transformer l'indépendance en une véritable prospérité. Le Premier ministre Sir Lynden Pindling et son équipe étaient confrontés à une tâche colossale. Le drapeau était neuf, mais les anciennes structures héritées du colonialisme subsistaient. L'économie dépendait presque entièrement du tourisme et des banques internationales, et une grande partie des terres productives était encore aux mains de quelques familles puissantes. Le premier objectif majeur était de bâtir un État moderne. Il fallait créer des ministères, établir des ambassades, rédiger des lois et surtout
préparer la population à prendre en main son destin. Le gouvernement promouvait des programmes de formation des jeunes à l'administration, au commerce et à la diplomatie, allant même jusqu'à les envoyer étudier à l'étranger grâce à des bourses d'État. Sur le plan économique, Pindling s'est concentré sur deux piliers, le tourisme et les services financiers. Les plages de sable blanc et les eaux turquoises sont devenues la carte de visite de la nouvelle nation, attirant les investissements pour la construction d'hôtels, de ports et d'aéroports modernes. Parallèlement, il a promu la création d'une place financière offshore susceptible d'attirer les capitaux internationaux grâce à une législation favorable et à un système fiscal compétitif. Mais tout n'a pas été facile. Les années 1970 ont apporté leur lot de défis internes et externes. La croissance rapide du tourisme a créé des inégalités. Tandis que certains prospéraient, d'autres continuaient de vivre dans des conditions modestes, notamment sur les îles plus éloignées de Nassau. De plus, l'économie mondiale a été touchée par les crises pétrolières et les récessions, qui ont eu un impact direct sur les arrivées de visiteurs. Sur le plan politique, Pindling était confronté à la difficile tâche de maintenir l'unité nationale dans un archipel dispersé de plus de 700 îles et îlots. Chaque île avait ses propres besoins et son propre rythme de vie, et le gouvernement central devait trouver un moyen de satisfaire chacun. Malgré les difficultés, les années 1970 consolidèrent l'identité bahamienne. La musique, le sport et les traditions folkloriques connurent un essor considérable. L'équipe nationale commença à briller dans les compétitions sportives et des figures de la voile comme Sir Durward Knowles propulsèrent les Bahamas sur la scène sportive mondiale. À l'école, les enfants apprenaient non seulement les mathématiques et l'histoire, mais aussi la valeur de leur culture et la signification de leur drapeau. À la fin de la décennie, les Bahamas n'étaient plus une nation jeune et hésitante, mais un pays qui commençait à se considérer avec confiance. Elles avaient réussi à maintenir leur stabilité politique, à renforcer leurs liens avec les autres pays des Caraïbes et à se positionner comme l'une des destinations les plus prisées au monde. Cependant, le succès a apporté de nouveaux défis et des dangers invisibles ont commencé à poindre. Dans les années 1980, le pays a dû faire face à des scandales, à des tensions internationales et à la menace croissante du trafic de drogue, qui ont mis à rude épreuve tout ce qui avait été construit. Avant de continuer, avez-vous déjà partagé, aimé et abonné cette vidéo? N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Ce simple geste permettra à davantage de personnes de découvrir cette histoire et à notre communauté de continuer à grandir. Votre soutien est l'étincelle qui rend tout cela possible. Jerez, croissance, controverse et l'ombre du trafic de drogue, 1980-1990. Les années 1980 débutèrent dans un climat d'optimisme aux Bahamas. Le tourisme continua de croître, les hôtels se remplirent de visiteurs venus des États-Unis et d'Europe. Et le pays jouissait d'une image internationale de paradis tropical stable et accueillant. Nassau rayonna avec de nouveaux complexes hôteliers, restaurants et boutiques hors taxes, tandis que les îles périphériques commencèrent à se doter de davantage d'infrastructures et de services. Mais derrière cette carte postale turquoise, des ombres se préparaient qui allaient menacer la réputation de la jeune nation. Durant ces années, l'ensemble des Caraïbes devint une voie stratégique pour le trafic international de drogue. La situation des Bahamas, si proche de la Floride et au cœur des routes maritimes, en faisait un point de transit idéal pour la cocaïne en provenance d'Amérique du Sud. De petites îles inhabitées et des pistes d'atterrissage mal surveillées devinrent des points de transit pour les avions et les bateaux chargés de drogue. Bientôt, les États-Unis commencèrent à prêter une attention particulière à ce qui se passait sur l'archipel. La DEA intensifia ses opérations et des accusations se firent jour selon lesquelles des fonctionnaires, des policiers et même des membres du gouvernement fermaient les yeux ou participaient. Le nom de Sir Lyndon Pindling
jusque-là symbole d'indépendance et de leadership, commença à apparaître dans des enquêtes et des rapports le liant directement ou indirectement à l'enrichissement illicite et à la corruption. En 1984, un scandale secoua le pays. La commission royale d'enquête révéla des témoignages et des preuves de l'infiltration du trafic de drogue dans la vie politique et économique des Bahamas. Bien que Pindling ait nié les accusations et soit resté au pouvoir, la confiance du public en souffrit. Malgré cette crise de crédibilité, l'économie ne s'est pas effondrée. Le tourisme est resté dynamique et le secteur bancaire international a continué d'attirer les investissements. Les îles ont conservé leur attrait pour les voyageurs. Plages immaculées, plongées au milieu de récifs spectaculaires et hospitalité bahaméenne toujours intacte. La culture John Canoe était en plein essor, avec des défilés de plus en plus colorés et compétitifs, tandis que la musique locale et le calypso se mêlaient aux influences du reggae et de la pop caribéenne. Mais la réalité était double. D'un côté, le paradis que les brochures touristiques vendaient au monde. De l'autre, un pays aux prises avec la pression extérieure des États-Unis, la corruption interne et le poids de la dépendance économique à l'égard de quelques secteurs. En politique, le Parti libéral progressiste PLP de Pindling a continué à dominer les élections, mais l'opposition commençait à gagner en force, en particulier l'Organisation du Mouvement National Libre, FNM, qui canalisait le mécontentement de ceux qui cherchaient un changement de direction. La fin de la décennie laissait un goût doux amer. Les Bahamas demeuraient un modèle de stabilité dans les Caraïbes, mais leur image était ternie. Le trafic de drogue avait laissé des traces, et la question se posait de savoir si le pays pouvait reprendre confiance et se réinventer pour la nouvelle ère qui s'annonçait, celle de la mondialisation et d'une concurrence acharnée pour attirer les investissements et le tourisme. Ainsi, avec des réussites économiques mais aussi des blessures politiques, les Bahamas sont entrés dans les années 1990, une décennie qui allait mettre à l'épreuve leur maturité démocratique et leur capacité de renouveau. 14. Renouveau politique et adaptation à un monde globalisé, 1990-2000. Les années 1990 ont débuté avec un sentiment de changement pour les Bahamas. La décennie précédente avait laissé des traces. Le tourisme restait le moteur économique, mais le pays était accablé par la corruption et les scandales de trafic de drogue qui avaient terni son image. Malgré cela, Sir Lynden Pindling, le père de la nation, demeurait Premier ministre. Pour de nombreux Bahaméens, il était un symbole d'indépendance, mais pour d'autres, il incarnait un leadership devenu trop ancien et usé. Dans les rues de Nassau et des îles extérieures, une énergie nouvelle commençait à se faire sentir. Les citoyens exigeaient transparence, modernisation et un avenir débarrassé des ombres du passé. La pression venait également de l'extérieur. Le monde était en pleine mutation. La guerre froide était terminée, la mondialisation s'accélérait et les destinations touristiques se faisaient de plus en plus concurrence pour attirer les visiteurs. Le Mexique, la République dominicaine et d'autres pays des Caraïbes commençaient à investir massivement dans les complexes hôteliers et les forfaits touristiques, et les Bahamas devaient se moderniser pour suivre le rythme. En 1992, le tournant se produit. Après 25 ans au pouvoir, le Parti libéral progressiste, PLP, est défait aux élections. Le Mouvement National Libre, FNM, dirigé par H.A. Hubert Ingraham, prend les rênes du pays. La transition est historique. Pour la première fois depuis l'indépendance, les Bahamas sont gouvernés par un parti autre que celui de Pindling. Le nouveau gouvernement a promis des réformes radicales. Il s'est concentré sur l'attraction des investissements étrangers, la modernisation des infrastructures touristiques, l'amélioration du système éducatif et le renforcement de la lutte contre la criminalité et le trafic de drogue. Nassau a entamé une transformation. Nouveaux hôtels, amélioration de l'aéroport et efforts de diversification de l'économie en mettant davantage l'accent sur les secteurs bancaires, des services et des télécommunications. Mais tout n'a pas été facile. Le tourisme est resté vulnérable aux crises internationales.
et des phénomènes tels que les ouragans ou les récessions mondiales pouvaient avoir de graves répercussions sur l'économie. En 1999, l'ouragan Floyd a causé des millions de dégâts et contraint le pays à investir massivement dans sa reconstruction. Sur le plan culturel, les années 1990 ont été une période de réaffirmation de l'identité bahamienne. Le Junkanoo a connu un essor international. Défilés colorés, musique entraînante et costumes impressionnants ont envahi les rues à Noël et au Nouvel An, attirant des visiteurs du monde entier. La musique Rake and Scrape et le calypso bahaméen ont fusionné avec des influences internationales et les artistes locaux ont commencé à se faire connaître à l'international. À la fin du siècle, les Bahamas avaient changé. L'ère Pindling était révolue et le pays s'engageait sur la voie du renouveau politique et économique. La démocratie avait prouvé sa force et malgré des défis persistants, criminalité, inégalité et dépendance au tourisme, la nation abordait le nouveau millénaire avec espoir et détermination. La décennie suivante allait apporter de nouveaux défis. La technologie, l'accélération de la mondialisation et la nécessité de concilier développement et durabilité. Le 21e siècle allait commencer et les Bahamas devaient décider comment écrire leur prochain chapitre. 15. Les Bahamas au 21e siècle, entre modernisation et défis mondiaux, 2000 présents. Le 21e siècle est arrivé aux Bahamas avec son lot d'opportunités, mais aussi de défis qui allaient mettre à l'épreuve la résilience de la nation. La transition politique des années 1990 avait ouvert un nouveau chapitre, et le pays devait désormais s'adapter à un monde plus rapide et plus connecté, mais aussi plus vulnérable aux crises extérieures. Au début, le tourisme restait le fleuron de l'archipel. Complexes hôteliers de luxe, bateaux de croisière chargés de visiteurs, plages présentées comme un paradis sur terre. Nassau et Freeport se modernisèrent grâce à de nouveaux terminaux portuaires et à des projets de développement urbain, tandis que des îles moins peuplées comme Exuma et Eleutera favorisaient un tourisme plus exclusif et plus respectueux de l'environnement. Cependant, cette prospérité avait un côté fragile. Toute crise internationale pouvait frapper fort. Et c'est ce qui s'est produit. Les attentats du 11 septembre 2001 ont provoqué une chute drastique du tourisme, les Américains, principaux visiteurs, réduisant leurs déplacements. L'économie bahamienne en a ressenti le coup, se rappelant que sa dépendance à ce secteur était à double tranchant. Au milieu des années 1990, le pays s'est concentré sur la diversification de son économie. Les activités bancaires offshore, les services financiers et les investissements étrangers sont devenus des piliers complémentaires, même s'ils ont également fait l'objet d'un examen critique de la part des organisations internationales appelant à une plus grande transparence en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Sur le plan politique, l'alternance au pouvoir entre le Mouvement National Libre, FNM, et le Parti libéral progressiste, PLP, s'est poursuivie, témoignant de la maturité de la démocratie bahamienne. Des dirigeants comme Hubert Ingraham et Perry Christie ont donné le ton à la politique nationale, faisant adopter des réformes dans les domaines des infrastructures, de l'éducation et de la santé, malgré la pression d'un électorat de plus en plus exigeant. Le pays a également été confronté à des menaces naturelles de plus en plus graves. Des ouragans comme Frances et Jeanne en 2004 et surtout Dorian en 2019 ont laissé des traces dévastatrices. Dorian, avec des vents de plus de 290 km/h, a dévasté les îles Abaco et Grand Bahama, faisant des centaines de morts et des milliers de déplacés. Ce fut un rappel brutal que le changement climatique n'était pas une théorie lointaine, mais une réalité qui mettait en péril l'existence même des îles. Malgré ces difficultés, la culture bahamienne a continué de prospérer. Le Junkanoo, avec son explosion de couleurs et de rythmes, est resté au cœur des célébrations, et la musique locale a perpétué l'identité nationale. De plus, le sport est devenu une autre source de fierté. Les athlètes bahaméens ont brillé aux Jeux olympiques, notamment en athlétisme et en natation,
portant le nom de leur pays au premier plan. En 2020, la pandémie de Covid-19 a paralysé le tourisme mondial et, avec lui, l'économie bahamienne. Hôtels fermés, navires de croisière à l'arrêt, aéroports vides. Ce fut un nouveau coup dur, mais le pays a lentement commencé à rouvrir, cherchant un équilibre entre santé publique et reprise économique. Aujourd'hui, les Bahamas sont confrontés à un avenir plein de questions. Pourront-ils diversifier leur économie afin de moins dépendre du tourisme? Pourront-ils se protéger de l'impact croissant des ouragans et de la montée du niveau de la mer? Pourront-ils maintenir leur identité culturelle dans un monde globalisé? En vérité, depuis leur époque d'île lucayenne jusqu'à leur statut actuel de destination privilégiée au monde, les Bahamas ont démontré une capacité inébranlable à perdurer, à s'adapter et à prospérer. Leur histoire, faite de mer, de lutte et d'espoir, continue de s'écrire, vague après vague. L'histoire des Bahamas est aussi celle de tous ceux qui ont dû endurer un monde qui semblait leur tourner le dos. C'est l'histoire d'ouragans dévastateurs, d'économies chancelantes, de rêves qui semblaient s'effondrer, mais aussi celle d'un peuple qui a toujours su se reconstruire, se réinventer et continuer à naviguer. Car si les Bahamas nous apprennent quelque chose, c'est que quelle que soit la violence de la tempête, une aube nouvelle naîtra toujours et ensemble, nous sommes capables de l'atteindre. Et maintenant que nous sommes arrivés à la fin, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. En partageant votre avis, vous aiderez davantage de personnes à la trouver et à découvrir cette histoire. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour que nous puissions continuer à voyager ensemble à travers le passé et le présent de notre monde.